Assalamu alaikum. Le soleil perçait à peine à travers les rideaux. Amina ouvrit les yeux au son du réveil. Il était 6h20. Comme chaque matin, elle se leva doucement, fit ses ablutions, puis se plaça sur son tapis de prière. Le murmure de sa voix récitait des versets familiers, ancrés dans sa mémoire depuis l'enfance. Une paix intérieure l'enveloppa un instant, fugace, avant qu'elle ne replonge dans la réalité du quotidien. Dans la cuisine, sa mère préparait du thé à la menthe et du pain grillé. Amina mangea rapidement, enfila son manteau, puis ajusta son hijab devant le miroir. Elle regarda son reflet. Il y avait dans ses yeux une détermination discrète. Elle voulait réussir, prouver qu'elle avait sa place ici, dans cette société française qui semblait parfois la rejeter. Elle prit le RER pour se rendre à son université de droit. À mi-chemin, elle ouvrit son code civil et surligna quelques articles. C'est alors qu'un homme assis en face d'elle se pencha brusquement vers elle. « T'as pas honte? On est en France ici. Enlève ça !» dit-il en montrant son voile. Les passagers autour baissèrent les yeux. Personne ne dit rien. Amina sentit sa gorge se serrer. Elle aurait voulu répondre, mais les mots ne sortirent pas. Elle descendit une station plus tôt, le cœur lourd, les yeux humides. Elle ne comprenait pas cette haine. Elle était née ici, parlait mieux français qu'arabe, connaissait la République, les lois, les droits, mais elle n'avait pas le droit à la tranquillité. Quelques jours plus tard, elle apprit qu'un jeune homme avait été tué dans une mosquée du sud de la France. Aboubacar Cissé, 22 ans, poignardé alors qu'il priait. Son agresseur, un autre jeune, avait filmé son acte et crié des insultes contre les musulmans. La nouvelle la frappa comme un coup de tonnerre. Amina avait l'impression qu'un voile d'insécurité s'était abattu sur elle, et sur tous ceux qui lui ressemblaient. Elle se sentait vulnérable, observée, jugée. Le soir même, elle éteignit son téléphone, se recroquevilla sur son lit et pleura longuement. Les jours suivants, les médias en parlèrent, brièvement. Le gouvernement condamna l'acte, mais le ton semblait tiède. Quelques responsables associatifs réclamèrent une reconnaissance du crime comme acte terroriste, mais les autorités restèrent prudentes. Amina en parla avec ses camarades de faculté. Certains, non musulmans, étaient choqués, solidaires. D'autres détournèrent la conversation, mal à l'aise. Elle se rendit compte que cette violence ne touchait pas tout le monde de la même manière. Pour elle, c'était une douleur intime. Pour d'autres, une simple actualité. Elle commença à noter tout ce qu'elle vivait, les regards, les remarques dans la rue, les refus voilés dans les stages, les silences gênés quand elle entrait dans une pièce. Ce n'étaient pas toujours des agressions directes, mais une série d'humiliations silencieuses qui s'accumulaient. Elle ressentait une forme d'exil intérieur, comme si elle devait constamment justifier son existence. Et pourtant, elle aimait la France. Elle avait grandi avec ses valeurs. Elle connaissait ses textes fondateurs par cœur, mais elle était traitée comme une étrangère. Un dimanche, elle assista à une réunion dans une petite salle communautaire à Saint-Denis. Une trentaine de jeunes musulmans y témoignaient de leurs expériences. L'un parlait d'un contrôle policier abusif, une autre racontait qu'on avait arraché son voile dans le métro. Les récits se succédaient, parfois entrecoupés de larmes. Une avocate prit la parole pour expliquer les recours juridiques possibles. On parlait aussi d'un projet de plateforme nationale pour signaler les actes islamophobes. Amina prit des notes. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une forme de force collective. Elle n'était pas seule. Elle décida de publier un texte sur son compte Instagram, racontant ce qu'elle avait vécu dans le RER. Le post fut partagé des centaines de fois. Des messages de soutien arrivèrent, mais aussi des insultes. « Tu fais peur à nos enfants », disait l'un. « Si t'aimes pas la France, pars ». Elle aurait pu se décourager, mais quelque chose s'était déclenché en elle. Elle comprit que sa parole avait du poids, que son silence était une forme de défaite. Elle se promit de ne plus se taire. Dans les semaines suivantes, elle lança un petit groupe d'entraide à la fac. Des étudiantes voilées, mais aussi des étudiants noirs, arabes, juifs, asiatiques. Ils partageaient un même besoin d'écoute, de compréhension. Ils créèrent une page commune pour recenser les témoignages, informer sur les droits, proposer des ateliers. Un jour, une jeune fille de première année, en larmes, vint la remercier. « Je pensais que j'étais folle, que c'était moi le problème. » Amina la prit dans ses bras. Les attaques continuaient ailleurs. À Toulouse, un chauffeur de bus barbu fut agressé verbalement par des passagers. À Lyon,
Un cimetière musulman fut profané. À Marseille, une femme fut licenciée après avoir demandé à porter un bandeau discret sur ses cheveux. Chaque acte semblait vouloir effacer leur présence, leur identité. Et pourtant, ils restèrent là, résistants, calmes, déterminés. Un vendredi après la prière, Amina resta quelques minutes dans la mosquée. Les rayons du soleil filtraient à travers les vitraux. Une vieille dame lui sourit et lui dit « Ne baisse jamais les yeux, Allah voit tout ». Cette phrase résonna en elle comme un écho. Elle rentra chez elle, s'assit à son bureau et commença à écrire un article pour le journal universitaire. L'islamophobie n'est pas une opinion, c'est une blessure. Elle y décrivait son quotidien, mais aussi son espoir. Elle terminait par ces mots « Nous ne voulons pas dominer, nous voulons exister ». Au fil des mois, son engagement se renforça. Elle intervint dans des conférences, participa à des débats, fut invitée sur des plateaux. Elle reçut des menaces, mais aussi des lettres de remerciement. Une adolescente lui écrivit « Grâce à toi, j'ai décidé de remettre mon voile ». Ces quelques mots suffisaient à lui redonner de l'énergie. La France restait divisée, entre ceux qui voyaient dans l'islam une menace et ceux qui y voyaient des citoyens à part entière, entre les discours de haine et ceux de fraternité. Mais Amina, elle, avait choisi son camp. Elle se tenait debout malgré la peur. Elle continuait ses études, préparait le concours d'avocat. Son rêve, défendre les droits humains, faire entendre les voix qu'on étouffe. Un soir d'hiver, elle marchait seule dans la rue, son sac à l'épaule, son pas rapide. Un homme croisa sa route, la regarda, puis lui dit simplement « Bon courage, mademoiselle ». Elle sourit. Ce n'était rien, mais c'était tout. Elle comprit alors que l'espoir ne se crie pas. Il se transmet par gestes simples, par regards sincères, par présence discrète. Elle continua à marcher, la tête haute, le cœur apaisé. Car malgré tout, la lumière existait encore. Et tant qu'elle marcherait, elle ne serait jamais seule.